Alexandre Bande, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai le plaisir d'être entourée par Avi Van Vetter et Jérôme Haas à ma droite pour mener cet entretien. Alors, Alexandre Bande, vous êtes docteur en histoire, professeur agrégé, éminent spécialiste de l'histoire contemporaine. Vous enseignez en classe prépa à Sciences Po et vous êtes expert auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous intervenez d'ailleurs régulièrement au mémorial de la Shoah où vous sensibilisez donc le public sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et la nécessité de préserver la mémoire collective. En 2015, vous avez d'ailleurs été co-auteur d'un documentaire qui a eu pas mal de succès, qui explore de manière poignante la vie et les témoignages des victimes de la Shoah et qui s'appelle « Les deux albums d'Auschwitz ». Jusque-là, j'ai tout bon ? Tout bon, c'est ça. Un web documentaire exactement. Un web documentaire. L'utilisation pour les enseignants est très précieuse, je crois. Alors, Alexandre Bande, nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre « Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours ». Alors, ce livre regroupe un collectif d'auteurs que vous avez co-dirigé et qui tente de définir, à travers différents sujets, la place de l'antisémitisme aujourd'hui dans la vie politique française. Alors, on retrouve dans ce livre des auteurs comme et aussi qui ont dirigé ce collectif, Rudi Reichstadt et Pierre-Jérôme Biscara. Et puis, il y a des textes donc de Jean-Yves Camus, Guy Konopnicki, Stéphane Nivet et d'autres. Alors aujourd'hui, nous, on va s'intéresser plus particulièrement à votre partie, à votre texte, Antisionisme et antisémitisme, dans lequel vous analysez le lien entre antisionisme et antisémitisme, l'origine de ce lien, l'évolution de l'antisionisme dans l'histoire et sa mondialisation finalement depuis les années 60. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander comment est née l'idée de ce livre et si elle est née suite à l'explosion des actes antisémites qui ont suivi le massacre du 7 octobre ou avant. Bien, écoutez, bonjour à vous tous les trois, et merci pour votre invitation. Alors, écoutez, ce projet de livre, il remonte à 2022. Donc, vous voyez, on est bien avant les terribles événements du 7 octobre. Ce projet, il fait suite à la publication avec les deux camarades de co-direction. À l'époque, Rudi était auteur et Jérôme Biscara et moi étions co-directeurs avec Olivier Lallieu d'un ouvrage qui s'appelle Nouvelle histoire de la Shoah. Et nous avions travaillé sur ce projet. Et en fait, dans le prolongement de ce projet, les éditions Robert Laffont sont venues vers nous et nous ont proposé de travailler sur cette question qui était déjà bien avant les événements les plus récents brûlantes. Et étant moi-même historien, Pierre-Jérôme Biscara l'étant également, nous avions tenu à ce que cette approche soit ancrée dans un temps relativement long. Donc c'est pour ça que nous avons choisi une approche historique et pas seulement en rapport avec l'actualité ou journalistique. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, en France, Alexandre Bande, a déclenché et illustre la porosité qui s'est créée entre antisionisme et antisémitisme ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Cet article sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, et même s'il est très court, il m'a demandé une énergie assez considérable, dans le sens où il m'a fallu lire un certain nombre d'ouvrages et d'articles antérieurs, de Pierre-André Taguieff à Pascal Horry, en passant par Élie Barnaville, les supports où Georges Bensoussan sont nombreux sur le sujet. Et ça fait déjà plusieurs années que la question taraude les historiens et en particulier les spécialistes de l'antisémitisme. Donc, je ne me présentais pas au départ spécialiste de la question, mais je me suis penché activement sur leur production et je me suis rendu compte, en ayant moi-même réfléchi depuis un petit moment à ces questions-là également, que le point de départ qu'on avait choisi pour le livre, c'est-à-dire La guerre des 6 jours et 1967, n'était pas une borne de départ concernant le lien entre antisionisme et antisémitisme, puisque l'antisionisme, en fait, pour dire les choses honnêtement, et vous le savez certainement fort bien, est aussi vieux que le sionisme. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les premiers textes et les premiers propos antisionistes remontent à la toute fin du 19e siècle et se sont développés dans un rythme qui est très inégal et qui est fortement corrélé à ce qui se produit dans le monde et tout particulièrement en Proche et au Moyen-Orient. Et donc, cette porosité, qui n'était pas obligatoirement un présupposé de départ, mais qui nous est apparue comme étant souvent une évidence, était un des fils conducteurs de l'article que j'ai tenté de produire, et en même temps d'une réflexion un peu plus poussée, je crois, sur justement
le décalage qu'il peut y avoir entre la posture critique à l'égard d'un État qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire celui d'Israël, et sa politique étrangère ou intérieure, et des glissements qui sont perceptibles, plus ou moins fortement, vers des propos qui, eux, sont ouvertement antisémites. Et donc, la réflexion sur laquelle moi j'ai essayé de me pencher, c'était de voir s'il y avait des périodes, des phases d'accélération, des phases d'intensification de ce propos, s'il était assumé par ceux qui le tenaient, si l'accusation d'antisionisme était une accusation ou en tout cas était validée par ceux qui avaient tenu ces propos. Et donc, ça a donné l'article sur lequel on va peut-être revenir, mais qui m'a permis et qui nous a permis, sur ce point, nous étions d'accord, de confirmer ou d'attester assez aisément que si toutes les critiques d'Israël ne sont pas antisémites, à partir du moment où il y a essentialisation des Israéliens comme étant juifs, on bascule, et c'était d'ailleurs la réflexion qu'avaient fait les institutions et certaines instances en 2019, vers un propos qui, de fait, s'assume et s'affirme antisémite. C'est ça. Et puis, c'est effectivement, vous commencez votre article par la déclaration d'Emmanuel Macron au dîner du CRIF, justement, en 2019. En 2019, oui. Et en quoi cette déclaration peut-elle affecter le débat? Parce que dans cette déclaration, il fait une proposition, lui. Il fait une proposition d'inscrire l'antisionisme comme l'antisémitisme dans la loi, en fait, de faire le lien clair et de l'inscrire dans la loi. Comment cette déclaration a-t-elle affecté le débat? Vous l'expliquez un petit peu dans votre article. Elle l'a affecté dans le sens où elle a suscité de vives discussions au sein de la majorité de l'époque, déjà au sein des partis de droite comme de gauche. Et c'est ce qui nous intéressait dans notre travail, c'était de voir comment la question antisioniste ou la question antisémite de façon plus large pouvait structurer le discours politique français sur le temps long. Et sur la question que vous me posez, alors je ne sais pas si ça a impacté durablement ce débat politique, mais en tout cas ça venait parce qu'il y avait une proposition d'un député de la majorité qui consistait à inscrire cette corrélation dans la loi, et le président Emmanuel Macron a tenu à ce que le propos soit envisagé, mais que l'inscription dans la loi, au même titre que les propos antisémites condamnés par la loi Guesso, ne le soit pas. C'est-à-dire qu'on était sur une réflexion qui était en rapport avec avec l'Institut de recherche sur l'histoire de l'Holocauste, qui avait défini ce lien qui pouvait exister entre antisémitisme et antisionisme, comme, quand je le disais, il y avait essentialisation et toute attaque contre Israël renvoyait une attaque contre les Juifs dans leur globalité. Et je pense que, c'est à titre personnel, mais que le président de la République, en ayant pris cette décision, avait eu l'occasion et le mérite de trancher concrètement, sachant que tout propos antisioniste, si on le prend au sens premier du terme, c'est-à-dire réfutant la capacité à Israël d'exister, de fait, fait peser sur l'État d'Israël une menace considérable et peut être considéré comme antisémite. Mais si l'antisionisme est une critique de la politique étrangère d'Israël, et c'est là-dessus qu'il y a souvent subtilité sur laquelle jouent les gens qui utilisent et qui manipulent ces propos, les qualifier systématiquement antisémites, c'est mettre un terme un peu rapidement au débat. Donc justement, là où il y a, et c'est ce qu'on dit, je crois, dans notre article, qui a été validé par mes collègues, bien sûr, c'est que l'anti-sionisme est une porte ouverte. On l'a vu en 2014 en France, au moment des événements Jour de colère, et on l'a vu depuis plusieurs semaines dans le cadre de certains propos sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux, dans le cadre de certaines agressions physiques, verbales et graffitis sur les murs et les magasins de certains magasins juifs de France, et d'ailleurs, si je puis dire, que pour certains de nos contemporains, l'attaque contre Israël est systématiquement suivie d'une attaque contre le ou les Juifs. Et donc, en ne tranchant pas, en n'acceptant pas ou en refusant de faire le lien automatique, le président de la République a suscité à l'époque de vifs débats, mais je pense, à titre personnel, je n'engage que moi, que ça permet justement de continuer à avoir ce débat et à continuer à permettre à ceux qui veulent critiquer une politique donnée de le faire, tout en sachant le risque qu'il y a de systématiser et de basculer vers une forme d'essentialisation. J'espère ne pas être trop long dans mes réponses.
Mais comme je crois que nous avons un peu le temps... oui, voilà. On a le temps et c'est vraiment... c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que vous ayez le temps de développer un fil de pensée. Je passe la parole à Jérôme qui a une question pour vous. Oui, tout à fait. Bonsoir. Je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi comme marqueur 1967 pour cette réflexion sur le lien qui s'est renforcé entre antisémitisme et antisionisme. Alors, 67, c'est vraiment le marqueur pour l'ensemble de notre réflexion qui, au départ, vraiment nous incite, plus que sur la question d'antisionisme, à nous positionner ou à nous demander comment les grands courants politiques français se sont positionnés par rapport à la question antisémite. Et donc, l'antisionisme est apparu comme étant une sorte de trame qu'on retrouve quasiment au détour de la posture de beaucoup de nos partis politiques depuis longtemps. Et donc, la question 67 était plutôt en rapport avec, qui était corrélé à ce qui s'est passé au moment de la déclaration du général de Gaulle et à tout ce qui, au même moment, survient, donc la déclaration du général de Gaulle, qui accuse le peuple juif d'être sûr de lui et dominateur après la guerre des 6 jours, et tout ce qui se passe au même moment dans le bloc de l'Est, et qui rejaillit sur la vie politique française via, comme le montre très bien Kikho-Niki, le Parti communiste français, ou une partie de l'extrême gauche française, et qui rejaillit également au sein des extrêmes droites françaises au même moment, où se mêlent négationnisme, antisionisme, antisémitisme. Et donc 67 nous a paru plus que d'autres épisodes antérieurs, parce que sinon il aurait fallu remonter au début du XXe siècle, ou plus que certains épisodes postérieurs, nous qui voulons faire un travail d'historien, comme étant un curseur. Après, on peut en débattre et on peut ne pas être d'accord, mais on se rend compte que dans beaucoup d'articles, en particulier sur beaucoup de courants politiques, ça a vraiment été entre 67 et le début des années 70 un moment charnière, puisque d'une manière générale, quoi qu'il n'avait pas disparu, l'antisémitisme dans le paysage politique français entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 60, au milieu des années 60, avait quand même fortement reflué, j'entends officiellement et légalement. La loi Plévin, qui a été votée quelque temps après, en 72, avait également mis des cadres. Mais ce qui s'est passé avec la guerre des 6 jours, la résolution 242 de l'ONU, les prises de position de plusieurs partis politiques distincts, très distincts, nous a semblé mériter ce point de départ. Voilà. J'ai une question. C'est vrai qu'on connaît tous le discours, la déclaration du général de Gaulle. Vous l'avez rappelé, sûr de lui, le peuple juif sûr de lui est dominateur. Mais finalement, on s'intéresse très peu à tout le propos. Parce que la déclaration va beaucoup plus loin et elle montre effectivement ce qu'il y avait de fond antisémite qui venait bien évidemment, et vous l'avez rappelé très justement, à la fin du 19e siècle, plus précisément, mais en tous les cas dans les années 30, la période du général de Gaulle. Et on voit bien que cet antisémitisme-là est clairement affiché, qu'il prend une dimension, comment dirais-je, effectivement, de politique étrangère, mais que même avec Pompidou derrière et Giscard, on ne va pas vraiment avoir ce retour d'une figure antisémite qui s'impose dans la société française. Il va y avoir une espèce de vide. Et finalement, c'est au début des années 80, bizarrement, avec cette révélation qui avait été mise un petit peu sous le tapis de la Shoah, dans les manuels scolaires, dans l'histoire enseignée, et en même temps par cette espèce d'émancipation, même du côté des communautés juives, et je pense au fameux Jour pour Israël d'Henri Agenberg, qui à l'époque avait fait un triomphe, finalement, où tout le monde s'était réuni, comme si en France, où il fait bon vivre, on pouvait s'afficher effectivement soutien d'Israël et en même temps juif français républicain. Donc une période où on voit ce relent antisémite arriver au travers de la déclaration du général de Gaulle, un vide, et puis finalement, avec cette émancipation, on dirait qu'elle a donné naissance dans les années 90 à une espèce d'aussi émancipation où on pouvait afficher son antisémitisme. Est-ce que vous expliquez ça
c'est vrai que vous avez fait intervenir des gens spécialistes comme Konopnicki, etc., pour chacune des thématiques spécifiques de votre livre, mais je me dis, mais comment vous expliquez ça, qu'on puisse passer de cet antisémitisme, j'allais dire, donc, Troisième République, Quatrième République, à cette espèce d'émancipation de l'antisémitisme des années 90? D'abord, la question est complexe et les réponses mériteraient d'être affinées par chacun de mes collègues qui ne sont bien sûr pas là. Donc, en prenant le risque d'y répondre et en voyant très bien dans quelle direction vous voulez aller, je disais que les années 70, on va dire, dans le prolongement de la déclaration du général de Gaulle, sont quand même des années dont il ne faut pas oublier qu'elles sont à l'échelle française, celles où on voit apparaître ouvertement via François Duprat et le Front National un antisémitisme assumé, avec des débuts dans le prolongement de Bardèche et de Racinier d'une réflexion sur le complotisme et le fantasme dénoncé par ces gens-là de ce qu'aurait été la Shoah. Et en même temps, 78, n'oublions pas, 77-78, les travaux de Forisson. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce bain dans lequel évolue une petite minorité de notre composante de pseudo-intellectuels, de pseudo-historiens ou de personnel politique, a quand même quelque peu infusé. Et donc, je pense que le reflux d'un antisémitisme décomplexé, forcément celui de la Seconde Guerre mondiale, s'explique par le contexte. Mais si on prend un certain nombre de... Oui, je pense que la loi Plémin 72, elle est quand même révélatrice d'un effort déjà des autorités françaises, tout partis confondus, de gouvernement, justement, pour tenter d'encadrer ce propos. Donc, je me défie pas sur la question, mais je reviens également sur cette idée que notre paysage politique français n'a jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des moments où je vois plus ou moins flou, j'ai peur que ça coupe, mais n'a jamais assumé et reconnu ouvertement son antisémitisme. C'est ce qu'on dit tout au long du livre. On est en République, on est en démocratie, et aucun des partis, même les plus à droite, ne revendique ouvertement son antisémitisme. Mais, et donc l'épisode de Gaulle, puisse donc vous parler de la résurgence des années 80, je pense par exemple à la déclaration de Raymond Barre à l'issue de l'attentat de Marie Copernic, laisse entrevoir, et ça c'est quelque chose que je perçois même encore aujourd'hui dans notre société, ce que je pourrais appeler un antisémitisme presque viscéral, ou tout au moins un certain nombre de réflexes antisémites sur le rapport à l'argent, sur le rapport à la puissance dans les médias, qui peuvent revenir et qui peuvent remonter jusqu'au sommet de certains courants politiques. Si on ajoute à ça des propos délibérément provocateur et en même temps révélateur du dirigeant de l'époque du Front National, Jean-Marie Le Pen pour ne pas le nommer, et si on ajoute, parce que là je pense qu'on est au plein dans le cœur du sujet, les effets de plus en plus délétères sur nos sociétés occidentales des conflits proche-orientaux, et en particulier dans les années 80, on peut penser à la première intifada, même si c'est fin de la décennie. Là, il y a plusieurs paramètres, un vieil anti-judaïsme de droite nationaliste, un antisémitisme à fondement plus ou moins économique qu'on va retrouver chez certains d'extrême gauche, un antisionisme sur les braises duquel souffle encore à ce moment-là le bloc communiste, jusque dans les années 80, Moscou, qui va pourtant mal, passe son temps à distiller des propos, et c'est ce que je montre dans mon article, qui sont ouvertement et qui irradient. Et si on ajoute à ça une partie importante du monde arabo-musulman qui va également dans le même sens, on peut comprendre pourquoi, même si je pense qu'il ne faut pas croire que tout vient, et ça nous le savons bien, mais le lecteur ne le sait pas toujours peut-être, tout vient ne vient pas de la même origine. Je pense que les années 80 et peut-être même jusqu'à la loi Guesso, puisque la loi Guesso était censée justement tenter d'enrayer ce processus, donc Carpentras étant, même si la loi était dans les tuyaux avant, étant un révélateur, oui, ça révèle peut-être un turnover également générationnel, des gens qui sont adultes à ce moment-là, qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi dans une société française qui avait quand même pas réglé tous ses comptes, Papon au gouvernement Barre, Touvier qui était encore dans la nature. Enfin, il y avait quand même un lourd passif qui n'était pas réglé dans l'époque. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Alors, finalement, dans cette espèce de chronologie, est-ce que
il n'y a pas, avec la déclaration de Chirac qui distingue effectivement l'antisémitisme d'Israël en disant les choses crûment, à savoir que la France donc a été collaboratrice du régime nazi. Est-ce que là, c'était pas une manière de vouloir dire bon, stop, arrêtez de nous parler d'Israël avec l'antisémitisme, on peut être finalement contre Israël, vouloir le critiquer, mais dans le même temps, voilà, il faut mettre un terme à l'antisémitisme et reconnaître l'histoire telle qu'elle est. Oui, alors c'est sûr que la déclaration de Jacques Chirac en juillet 95 pour les commémorations du Veldiv est considérée, et dans notre réflexion, celle qu'on enseigne dans les classes du secondaire français sur la mémoire et la construction de la mémoire de la Shoah, est une étape essentielle. C'est-à-dire que officiellement et ouvertement, un chef de l'État reconnaît le rôle de l'État français dans l'arrestation, la concentration, la déportation des Juifs de France. Pour autant, cette déclaration, elle permet de fixer un certain nombre de principes historiques, de fixer un certain nombre de principes qui clarifient les propos et vont infirmer les propos de certains dirigeants précédents, mais, et on s'en rend bien compte puisque c'est un des sujets dont on parlera peut-être, c'est qu'on se rend compte que l'enseignement de la Shoah, quoi qu'il y ait fait d'énormes progrès, les élèves en France sont touchés en CM2, en 3e, en terminale, n'empêche pas la persistance de propos, de réflexes et d'actes antisémites en fonction de certains moments. Donc il est certain qu'il y a eu un pouvoir politique qui a assumé ses choix. Depuis 1995, on se rend compte que les programmes scolaires, que les commémorations vont dans un sens qui est plutôt positif. En théorie, nos concitoyens, nos contemporains savent ce qui s'est passé entre 41 et 45 et savent quels sont les effets absolument abominables d'une politique antisémite poussée à l'extrême, comme ça a été le cas dans la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pour autant, et c'est là où les choses sont préoccupantes, et en même temps, ça ne nous surprend pas, quand je dis nous, je ne parle pas de moi comme Louis XIV, mais les historiens qui travaillent sur le sujet, parce qu'on est conscient d'un décalage qu'il peut y avoir entre la connaissance de faits historiques et le regard qu'on porte sur des gens aujourd'hui, dans une société où les propos qui circulent sur les réseaux sociaux ou par d'autres vecteurs peuvent alimenter des propos, enfin des attitudes qui sont ouvertement antisémites. Donc oui, le discours de Chirac a été une étape importante, comme l'ont été ensuite l'ouverture de certains mémoriaux. Je pense à la Maison d'Isieux, enfin c'était au même moment carrément dans les années 94-95. On peut penser également aux efforts, je pense à notre président il y a 2 ans quand il a inauguré le mémorial de Pithiviers, la gare de Bobigny, la nettement mémorialisée. En France, on n'a jamais autant mémorialisé et réfléchi sur tous ces lieux qui ont été en rapport avec la déportation des Juifs de France. C'est-à-dire qu'on a un outil intellectuel de connaissance qui a progressé en 20 ans de façon considérable. Pour autant, on a bien vu ce qui s'est passé après le 7 octobre et ce qui continue à être présent dans notre société. Voilà, donc nous les historiens, et nous sommes ici tous les deux, on essaie de faire notre travail, mais après, il y a des éléments avec lesquels on a plus de mal à, si je puis dire, on a plus de mal à en dompter. J'espère avoir répondu à votre question. Absolument. Alors oui, c'est vrai que 1995 et le discours de Jacques Chirac est un point et un moment important dans le sens où effectivement on a l'impression que le travail de mémoire. Alors c'est vrai qu'il y a il n'y a jamais eu autant de commémorations et un travail mémoriel de fait, mais le travail de mémoire populaire du peuple, on a l'impression qu'il s'est arrêté à ce moment-là. On a l'impression que ça a été le point où après le peuple, la parole antisémite et antisioniste s'est comme libérée et que c'était comme si c'est là qu'on a commencé à nous parler de religion de la Shoah, que ça y est, c'est bon, on va pas être des victimes pendant 150 ans et que il fallait avancer par rapport à ça. Et on a l'impression qu'effectivement, ces excuses et cette reconnaissance de Jacques Chirac par rapport au rôle de l'État français a fait que finalement, ça a mis un point, une sorte de point final à ce travail, à ce travail
oui, à ce travail de mémoire et de reconnaissance, et puis qu'après on est passé à autre chose. Et puis ça a coïncidé aussi également peut-être à cette transition de l'antisémitisme en France, qui est passé d'un vieil antisémitisme, comme on dit, d'extrême droite, à un nouvel antisémitisme arabo-musulman, qui aujourd'hui est quasiment le seul encore qui s'exprime en France, parce que franchement... voilà, on se retrouve aujourd'hui avec le Rassemblement national qui se met à défendre Israël et les Juifs. C'est un comble. Oui, alors, il y a plusieurs choses dans votre question, affirmation sur lesquelles je peux être amené à revenir. La première, alors, pas seulement parce que je suis enseignant depuis longtemps, bientôt 38 ans, mais également parce que je vois travailler sur le terrain de jeunes collègues, je vois également comment réagissent les jeunes que j'accompagne, les professeurs que j'accompagne régulièrement, je fais plusieurs fois par an, à Cracovie, à Auschwitz, par exemple. Je pense que je suis un peu moins pessimiste que vous sur le rapport qu'entretient, comme vous dites, la population à la mémoire du génocide des Juifs, à la mémoire de la Shoah, dans le sens où il y a, alors c'est peut-être infime en termes d'effectifs par rapport aux 68 millions de Français, mais il y a chaque année des enseignants, des projets, des élèves. Moi, j'ai des étudiants qui m'en parlent presque 15, 20 ans après encore. Et donc, il y a matière dans certaines strates de la population à faire infuser un certain nombre de réflexions sur les effets que peuvent avoir des politiques antisémites, racistes, répressives, agressives, etc. Donc, sur ce point, c'est vrai que notre société, nos contemporains sont phagocytés par des problèmes nombreux qui les occupent et qu'il est très facile de les orienter dans une direction plutôt qu'une autre. Moi, j'ai été particulièrement, comment dirais-je, réactif à l'idée que lorsqu'il s'agissait de réagir aux questions qui touchent la bande de Gaza, le monde entier peut s'embraser, alors qu'au quotidien, il y a des pays entiers du monde, je pense à certains pays d'Afrique subsaharienne, qui sont déchirés par les guerres civiles dont personne ne s'occupe jamais. Donc, oui, il y a un tropisme donc, qui focalise les esprits plus vite que d'autres. Pour revenir à votre deuxième propos, donc moi je pense que la population française, les lycéens, donc aujourd'hui les adultes, les lycéens des années 90, qui sont aujourd'hui les adultes, ont pu être quand même sensibilisés à un certain nombre de choses, et que ces choses, même si certains sondages donnent l'impression qu'ils les connaissent moins qu'avant, elles sont quand même plus ou moins présentes dans la société. Par contre, ce fameux nouvel antisémitisme, on ne revient pas sur le manifeste qui avait été signé il y a quelques années par certains anciens membres de la vie politique française, certains auteurs, qu'on retrouve. Moi, et c'est ce qu'on dit dans le livre, ils se superposent les uns les autres. C'est-à-dire que plus que d'imaginer qu'il y en a un, dont vous parlez, antisémitisme arabo-musulman qui existe et qu'il ne faut pas nier dans notre société, je pense qu'il n'a pas totalement, et loin de là, on l'a vu récemment dans la posture de certains dirigeants situés à l'extrême gauche de notre paysage politique, qui n'a pas du tout enrayé un antisémitisme qui, lui, a des fondements, on va dire, anticapitalistes, de Proudhon à certains discours de Jaurès fin 19e, jusqu'à certains propos tenus par les leaders de la France insoumise ou du NPA récemment. Il n'y a pas tant de différence que ça. Donc, cet antisémitisme alimenté par une partie de l'extrême gauche, moi, je ne le balayerai pas trop rapidement d'un revers de la main. Et même si parfois il se superpose à celui dont vous voulez parler, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, ce que montre très bien Valérie Gounet dans son article, c'est que si on a un Rassemblement national qui aujourd'hui s'affirme comme étant un rempart face aux menaces qui pèsent sur les Juifs de France, il y a dans l'électorat du Rassemblement national, et plusieurs sondages le prouvent, et même dans les hautes sphères du parti, un certain nombre de gens qui n'ont pas complètement fait leur turnover et qui n'ont pas complètement assumé leur antisémitisme d'origine. Donc, il y a la posture politique, une vitrine, qui, au nom d'un certain nombre de principes, en particulier des principes qui visent à lutter contre cet islam que d'aucuns dénoncent, mais en tant qu'historien et en tant que citoyen, si je parle en mon nom, je pense qu'il faut se méfier des postures de façade et que la difficulté à laquelle est confrontée, et pas seulement la France, vous voyez les universités américaines, les universités allemandes, c'est-à-dire à laquelle sont confrontés les Juifs de tous ces pays-là, c'est une sorte d'amalgame absolument terrifiant, où se mêlent des fondements qui remontent au 19e
et des réalités qui sont très contemporaines. Et donc là, la difficulté, moi je pense que même s'il ne faut pas se tromper d'ennemis et ne pas se tromper de coupables, il est dangereux de ne montrer que les uns et pas les autres. Donc comme en ce moment dans notre vie politique, en fonction des courants politiques, les uns et les autres se renvoient la balle. Pour l'extrême gauche, le seul antisémitisme qui existe, c'est celui de l'extrême droite. Pour l'extrême droite, c'est celui qui vient de l'islam. Pour le monde arabo-musulman, il n'y en a pas. Donc voilà, on est sur une piste qui est complexe. Et moi, en tant qu'historien, mais après, je ne voudrais pas vous décevoir ou décevoir vos téléspectateurs, mais moi, en tant qu'historien, je me sens plutôt le devoir d'essayer d'apaiser les propos en éclairant. Et si j'ai une opinion, je peux l'émettre, mais devant mes étudiants ou dans le cadre de ce que je produis en termes d'ouvrages historiques, j'essaye justement d'éclairer plutôt que de porter un jugement. Je me défausse pas, vous voyez, mais j'ai essayé de donner mon opinion. Il y a, et puisque je m'adresse à l'enseignant, il y a quelque chose qui me semble venir finalement du monde anglo-saxon, à savoir que ils sont, si je me laissais aller, je dirais que ils sont plus à même de connaître le premier amendement américain, liberté d'opinion, etc., etc. Ils l'ont entendu dans les films, etc. Et que aujourd'hui nous sommes passés peut-être de cet antisémitisme devenu une judéophobie qui finalement s'accompagne de cette liberté de pouvoir tout interpréter. C'est-à-dire que finalement, ok, ça c'est l'histoire, mais c'est votre opinion. J'ai le droit de penser autrement. Je suis pas obligé de penser comme vous. Alors même si on leur rappelle que c'est de l'histoire, c'est un fait scientifique, oui, mais c'est votre interprétation. Voilà, c'est-à-dire qu'on rentre dans le storytelling, on rentre dans quelque chose qui effectivement peut nous embarquer dans des élucubrations qui ressemblent presque trait pour trait à ce qu'écrivait Faurisson dans la fin des années 80. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'à l'ère des réseaux sociaux où chacun se prétend et se considère l'égal de l'autre et peut exprimer son opinion, quelle que soit la teneur de cette opinion, puisque il y a des réglementations où il n'y en a quasiment pas et on voit circuler des choses abominables, on se rend compte, et vous avez tout à fait raison, nous qui sommes enseignants, on s'en rend compte, qu'on est confrontés parfois, non pas à un auditoire qui devrait être féru et voir nos paroles sans réfléchir, parce qu'on passe le temps à lui demander de réfléchir, mais un auditoire qui n'hésite pas à mettre sur le même plan la parole de l'enseignant, les extraits d'un manuel ou les témoignages d'un survivant d'un crime de masse avec des informations ou des contre-informations qui s'accumulent. Alors, Alexandre Bandé, pour terminer, j'ai envie de vous demander, effectivement, vu l'explosion des actes antisémites et antisionistes, donc sous couvert d'antisionisme depuis le 7 octobre, comment est-ce que vous trouvez que le politique français réagit? Quelles sont les mesures qu'il prend ou qu'il devrait prendre pour lutter contre cet antisémitisme et cet antisionisme qui s'exprime librement et violemment depuis le 7 octobre? Bien, alors là aussi, c'est un sujet éminemment compliqué et je vais réagir en mon nom personnel et non pas en celui de tous mes collègues auteurs et autrices. Mais d'une part, je pense que sur un certain nombre de choses très concrètes, les actes répréhensibles pour lesquels on peut arrêter quelqu'un, les propos sur lesquels on est sûr de pouvoir remonter à la source et d'incriminer celui qui les a tenus, méritent, et je ne mets pas suffisamment de recul au quotidien sur les décisions judiciaires, mais j'ose espérer qu'ils le sont, d'être sanctionnés sévèrement par la loi. Bien. J'ai souvenir quand même de notre ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques semaines, au moment où, dans l'effet post-7 octobre, l'effervescence était grande et étaient organisées des manifestations dans l'espace public français, a pris ses responsabilités en interdisant certaines qui, au nom de la défense du peuple palestinien, étaient susceptibles de laisser transparaître ou d'assumer ouvertement des propos antisémites. Je pense sincèrement, personnellement, pour m'en souvenir très clairement, que les événements de l'année 2014 sont encore dans l'esprit de beaucoup de monde. Autre jour de colère au mois de janvier
et les émeutes de Sarcelles, qui s'apparentaient de très près à ce que pourrait être un pogrom moderne à l'été suivant, ont laissé des traces. Et sur ce point, sans dire que tout ce qui s'est fait était parfait, on a vu que rapidement a été découvert la source de ces fameux pochoirs qui inondaient les murs de la région parisienne dans les jours qui ont suivi le 7 octobre aussi. Donc je pense que nos forces de l'ordre, la justice française, font ce qu'elles peuvent. Maintenant, je vais prendre un exemple concret, mais quand on sait que, et parfois dans certains établissements auxquels on ne songe pas toujours, ont pu être gravés sur les murs des toilettes des croix gammées dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, et je vous parle pas du fin fond de certains quartiers où ça pourrait arriver, mais de façon très générale, je pense qu'il y a un certain nombre d'actes, de gestes. Bien sûr, quand on en arrive à s'en prendre aux biens matériels comme ce couple qui avait été perturbé jusqu'en son domicile par des agresseurs ouvertement antisémites, là, voilà, on peut retrouver les coupables et les sanctionner. Mais sur des propos, des actes, des gestes comme il peut y en avoir au quotidien des dizaines, c'est très difficile à faire. Donc, je pense qu'une des solutions, mais je ne suis pas le premier et ça n'a rien de révolutionnaire, serait d'arriver à cadrer davantage et à couper davantage certains réseaux sociaux qui, sous couvert. Moi, je vais prendre un exemple concret. Au moment où France 2 a annoncé la diffusion de Shoah cette semaine dans son intégralité sur le site de France Télévisions. Et vous alliez sur le site de France Télévisions, vous aviez en bas de l'annonce de Shoah des propos qui étaient non seulement antisionistes, mais qui bien souvent, les généralisations, les essentialisations, qui attaquaient directement la communauté juive. Et donc là, on est sur le site, alors c'était France 2 ou France Télévisions, donc certains ont été corrigés et ont disparu, mais sur d'autres réseaux que je ne cite pas ici, les dégâts sont considérables. Et donc, nos jeunes, moi je m'intéresse essentiellement aux élèves, aux jeunes enseignants, mais également à ceux qui nous entourent et qui ne sont pas entièrement scolarisés, pour une heure de cours sur l'antisémitisme ou l'histoire des relations israélo-arabes qui permet d'éviter des approximations ou des malentendus, combien il y a de minutes ou combien il y a de propos absolument aberrants qui circulent. Donc, tant qu'il n'existera pas un système de régulation sur l'antisémitisme, l'homophobie, l'incitation à la haine, etc., et l'incitation à la violence, même si en théorie certains d'entre eux existent, voilà, et comme vous le disiez fort bien tout à l'heure, chers collègues, à partir du moment où certaines sociétés mettent en avant la liberté d'expression avant d'encadrer ou de fixer des bornes très précises, nous, j'insiste, je dis pas que tout est merveilleux, il y a des choses qu'on pourrait certainement encore continuer à faire, mais il y a un certain nombre de cadres législatifs qui existent, judiciaires qui existent. Je pense par contre, en tant qu'enseignant, et là je me permets de le dire publiquement, qu'il ne faudrait pas que mes collègues, au nom d'un certain nombre de principes ou de croyances qui sont les leurs et de regards qu'ils portent sur les conflits justement proche-orientaux ou le conflit israélo-arabe, on arrive à se censurer ou on arrive à tolérer dans leur classe ou avec leurs étudiants des propos qui seraient considérés, s'ils étaient tenus autrement ou ailleurs, comme étant à la limite du supportable. C'est-à-dire que là, on est sur un point très précis qui fait que l'enseignant et l'enseignante se trouvent confrontés à ces opinions et que les opinions, de fait, comme on le sait très bien, peuvent interagir avec le propos de son cours. Et donc, sur cette question que l'antisémitisme, vous ne trouverez aucun prof de français de Navarre qui va vous dire « je tolère et je suis antisémite », mais sur le regard qu'on peut porter sur le conflit israélo-palestinien ou sur les conflits israélo-arabes, là, forcément, chacun est son libre arbitre. Le discours qui peut être tenu en cours est compliqué. Et donc, je pense que là-dessus, et je terminerai pour pas être trop long, tout comme sur celui de l'enseignement de la Shoah, sur le problème de l'enseignement de la Shoah et de sa mémoire, un de mes enjeux, c'est mes chevaux de bataille, passe par la formation des enseignants. Ouais. Et que je pense que si les enseignants récemment agrégés ou récemment certifiés en France avaient, sur l'histoire longue, j'entends, fin 19e, début 21e siècle des relations israélo-arabes, une histoire, on dirait objective, c'est pas évident, mais au moins avoir croisé différents champs de réflexion historique, tout comme s'ils en avaient une sur les génocides en général et la Shoah en particulier, ils seraient peut-être mieux armés pour affronter, si je puis dire, les propos de certains élèves. Mais c'est une opinion, là aussi, assez personnelle. En tout cas, merci Alexandre Bande, vraiment de tous ces éclairages. Merci pour ce livre, parce que je pense que c'était un livre
nécessaire. Et puis pour terminer, je dirais que sur l'action politique face à ce qui se passe depuis le 7 octobre, j'ai l'impression plutôt que les instances juives de France sont plutôt d'accord avec vous, puisque on a pu voir en décembre que Emmanuel Macron a reçu de la part du grand rabbin de France le prix de l'homme politique européen qui lutte le mieux contre l'antisémitisme. Donc ils sont finalement d'accord avec vous. Merci. On va montrer à l'écran, bien sûr, ce livre, Histoire de l'antisémitisme dans la... Pardon. L'histoire politique. L'histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours. Merci Alexandre Bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce moment et à très bientôt, peut-être sur le plateau de Tandem TV. Merci beaucoup. Merci, au revoir.